Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur le langage animal et les ressemblances avec le langage humain. Dans le but d'illustrer ces langages, nous avons choisi de vous parler des narvals, de leur comportement, de leur habitat et également vous parler de leur manière de se communiquer. D'abord, nous allons vous raconter quelques caractéristiques du narval. Le narval est un mammifère aquatique qui se trouve dans la catégorie de dentocètes, c'est-à-dire qu'il est un cétacé ayant des dents, comme les dauphins ou les belugas. Cette catégorie possède la capacité d'écholocation. La taille moyenne de lui est de 4,7 mètres. Les mâles peuvent atteindre 6 mètres et les femelles ont tendance d'être plus petites avec une taille entre 4 et 5 mètres. Son poids moyen est de 1900 kg environ. Il est caractérisé d'avoir une corne d'à peu près 2,7 mètres, dont celle-ci possède plusieurs fonctions. À quoi sert la corne du narval? La corne est en dent et elle est utilisée comme une arme. Elle sert à chasser et en même temps, elle facilite l'ingestion. La corne est composée de terminaisons nerveuses qui permettent d'identifier la température de l'eau. Et finalement, elle permet aussi de distinguer les mâles les plus fertiles. Le narval a une durée de vie de 50 ans et il vit dans les eaux arctiques du Canada, du Groenland, de la Norvège et de la Russie. Maintenant, nous vous parlerons un peu sur l'histoire des narvals au monde. D'abord, il faut indiquer que le narval était chassé au Moyen-Âge. Ceci parce que les personnes qui le faisaient vendaient les dents des narvals comme une corne de licorne. C'est alors le commencement de l'exploitation de cet animal dans le parcours de l'histoire. De même, à cette époque en particulier, les personnes affirmaient que les dents appelées cornes de ces animaux aquatiques possédaient de la magie et ces dents, par exemple, pouvaient guérir toutes les maladies existantes à cette période historique. Son nom en particulier vient du narrois, nar, qui désignait le mot cadavre, et le mot varl, qui faisait référence au mot baleine, composant de cette manière la structure cadavre de baleine. Cela particulièrement à raison de son habitude à flotter immobilement à la surface de l'eau et de sa couleur pâle. L'écolocalisation est un système sensoriel directionnel utilisé par certains animaux, par exemple les narvals, lors de leur déplacement pour localiser leurs proies et les obstacles dans leur environnement. Les animaux émettent des ondes sonores perceptibles ou non par l'oreille humaine. Ces ondes sont comme des cliquetis. Celles-ci sont renvoyées lorsqu'elles se heurtent à un obstacle ou une proie, puis sont enregistrées et visualisées par le cerveau de l'animal, lui fournissant ainsi une image en 3 dimensions. Voici une vidéo pour mieux comprendre les cliquetis des narvals. Les habitats et les habitudes des narvals. Les exigences des narvals quant aux habitats est peu connue,
puisque le fait de vivre longtemps dans les eaux arctiques, généralement couvertes de la glace, la plupart du temps, rend plus difficile l'étude par rapport à ce sujet. Cependant, cette particularité nous indique de même un aspect très important à remarquer. La glace est importante pour cette espèce car elle dicte son comportement migratoire et ses besoins en matière d'habitat. Il existe une migration due au changement des saisons qui ont une incidence directe sur les eaux arctiques. Lors de la migration, qui pourrait constituer une longueur de 1000 km, les narvals se déplacent en unité sociale, c'est-à-dire en petits groupes. Un aspect intéressant à remarquer, c'est que ces unités sont composées par des narvals du même sexe et âge similaire. En hiver, ils restent dans les eaux profondes pendant 5 mois à peu près. Ils y cherchent la nourriture nécessaire. Au printemps, les narvals se dirigent vers la ligne de rupture de glace, aux bordures de la banquise, puis attendent que des grands chenaux se forment dans la glace pour pénétrer dans les aires d'estivage pour l'été. Les narvals sont des animaux qui vivent en société et communiquent entre eux pour des sifflements, des sons semblables à des grincements des charnières de portes et de nombreux autres bruits qu'ils produisent en contrôlant le conduit d'air près de leurs évents. Lorsqu'ils socialisent, les mâles emploient un vocabulaire plus élaboré ou une plus grande gamme de sons que les femelles. Le régime alimentaire des narvals peut changer d'une saison à l'autre, c'est-à-dire ils tentent à s'alimenter abondamment pendant leur migration automnale et hivernale et moins en printemps et en été. Le narval mange des crustacés, des mollusques, des pulpes et de crevettes. Il mange aussi des poissons tels que les flétans. Il se nourrit principalement en automne et en hiver, se constituant ainsi des réserves pour le reste de l'année. Comme nous venons de vous mentionner, les mâles utilisent leurs cornes pour chasser les proies et pour faciliter leur digestion. Le narval est exclusivement circumpolaire. Cela veut dire qu'il vit dans la région au sud du pôle Nord. Dans un territoire assez vaste, il existe 3 populations distinctes de narvals qui ont été reconnues dans le monde. 2 de ces 3 populations appartiennent au Canada. La population de la baie de Baffin hiverne là et elle occupe un territoire de 1,25 km². La deuxième passe l'été dans le baie d'Hudson. La troisième se trouve dans l'Arctique européen et elle ne visite pas les eaux canadiennes. Le régime alimentaire des narvals peut changer d'une saison à l'autre, c'est-à-dire ils tentent à s'alimenter abondamment pendant leur migration automnale et hivernale et moins en printemps et en été. Le narval mange des crustacés, des mollusques, des pulpes et de crevettes. Il mange aussi des poissons tels que les flétans. Il se nourrit principalement en automne et en hiver, se constituant ainsi des réserves pour le reste de l'année. Comme nous venons de vous mentionner, les mâles utilisent leurs cornes pour chasser les proies et pour faciliter leur digestion. Selon des études scientifiques, les femelles atteignent leur maturité à l'âge de 8 ou 12 ans, tandis que les mâles à des âges plus avancés. Les narvals s'accouplent au printemps de mars à mai et les femelles donnent la naissance en été de l'année suivante, c'est-à-dire ayant une période de gestation de 14 mois. Pour conserver cette espèce aquatique, il faut prendre en considération des petits conseils. Le narval est un mammifère riche en vitamine C et du cela, il est chassé pour être mangé par les personnes qui habitent près de lui. La valeur de la corne du narval est très importante dans les marchés internationaux. Donc, ces 2 activités doivent être contrôlées et régulées pour éviter la menace de cette espèce.
D'autres aspects remarquables est d'arrêter l'utilisation du plastique ou des produits contaminants qui finissent dans l'océan, l'habitat du narval. Donc, il faut être conscient et il faut aussi changer ces produits par d'autres qui soient biodégradables. Et la troisième recommandation est de combattre le changement climatique en adoptant de nouveaux modes de vie pour protéger l'environnement en général et les habitats d'animaux. La fonction des cliquetis est très importante pendant la écolocalisation des narvals parce que c'est avec eux que l'animal peut percevoir son environnement avec une grande précision en utilisant le son, ainsi qu'il peut concevoir une image acoustique de son environnement avec une résolution exceptionnelle. Les narvals, comme d'autres cétacés, ont une manière de se communiquer exceptionnelle. Ils utilisent une communication acoustique, car la transmission du son dans l'eau est très rapide. En outre, les gestes sont utilisés. Les narvals produisent des sons sans utiliser l'appareil vocal, tels que l'utilisation des nageoires pour frapper la surface de l'eau, des coupes avec les mâchoires, grincer des dents ou émettre des bulles. Le toucher est vital pour eux. Ce comportement transmettre des émotions à leur troupeau. Les vocalisations de sifflets distinctives facilitent la reconnaissance individuelle ou leur réunion avec des membres du groupe plus éloignés. La communication humaine est composée par des éléments verbaux et non verbaux qui se transmettent par de divers canaux, tels que les canaux auditifs, composés par la verbalité qui désigne la parole codée selon la langue et la vocalité qui désigne le paralangage. Le canal visuel, composé par les statiques comme les postures et les attitudes, et la mimo-gestualité. Et finalement, le canal olfactif, thermique et tactile, qui est souvent déprécié et vu comme un tabou pour l'adulte occidental. La communication est un processus qui se manifeste à la fois chez les humains et les animaux. Il existe des ressemblances et des différences entre les deux, raison laquelle nous allons comparer maintenant. Les cétacés ont la capacité de se communiquer à travers des gestes. Ils font des mouvements avec les nageoires et la queue. Ces postures peuvent informer sur les prédateurs, les proies, ainsi que de coordonner un groupe ou d'avoir une interaction sociale. Ils ont aussi la tendance à se toucher. La communication vocale utilise les sons comme une façon de synchroniser les activités biologiques ou conductuelles, comme l'alimentation ou la reproduction. Ils peuvent faire des sons tels que les sons pulsés qui font partie de l'écholocation ou les sifflements. Ces sons sont mesurés par la fréquence en Hertz. Finalement, ils peuvent se communiquer par la vision. Les signes visuels expriment les caractéristiques sexuelles, la coloration ou les séquences de comportements comme les spermes, l'âge, le sexe ou la condition reproductive. Par exemple, la corne du narval joue un rôle très important pour l'interaction sociale et l'accouplement. De l'autre côté se trouve l'être humain, qui a la capacité de s'exprimer par diverses façons. Nous allons montrer 3 types de communication humaine. La première est la communication orale. Elle peut se manifester entre 2 ou plusieurs personnes à partir d'une même langue, c'est-à-dire le code. Celle-ci nous permet de transmettre l'information, les idées, les émotions ou les opinions. Pour utiliser la communication orale, la voix est fondamentale pour reproduire les sons qui viennent des cordes vocales, afin de former des mots et de transmettre un message à l'interlocuteur. La seconde est la communication écrite. D'après l'histoire, l'homme a eu l'opportunité de créer différents signes graphiques qui représentent les codes écrits d'une langue pour élaborer un message.
Celui sera déchiffré par un dessinateur. Nous pouvons voir la communication écrite à travers les romans, les journaux, la poésie, etc. Le dernier point est la communication gestuelle, qui correspond au langage non verbal. Les gestes se représentent par l'expression corporelle et parfois ce type de communication peut accompagner et renforcer la communication orale. Nous avons le cas du langage des signes qui fait partie de cette communication. Les personnes sourdes l'utilisent pour se communiquer et cela accomplit la même fonction que le langage oral. De cette manière, nous pouvons remarquer que les animaux et les humains peuvent se communiquer presque de la même façon, gestuelle et vocale. Cependant, la capacité de l'être humain a permis d'élaborer un type de communication écrite pour partager un message. Mais pour les cas de cétacés, ils ont les collocations afin de transmettre un message à partir des sons.